Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, j'ouvre la séance du conseil communautaire. Je vais demander à Marine Michel de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Arnaud Murgia, Présent. Catherine Valdener, Éric Pétieux, Présent. Claire Barnéou, Richard Nussbaum. Émilie Desmoulins est excusée à donner son pouvoir à Claire Barnéou. Christian Julien, Annie Astier-Conversé. Jean-Marc Caponi est excusé et a donné son pouvoir à Richard Nussbaum. Corinne Aschettino. André Martin. Présent. Michel Skripnikov. Je l'ai vu, non? Ah, elle est là. Hein. Patrick Michel. Maryse François Xosa. Thomas Schwartz. Gabriel Léon. Francine Dardenne est excusée. Jean-Franck Vioujas. Présent. Jean-Pierre Pic. Présent. Jean-Marie Rey. Présent. Muriel Payan. Guy Hermite est excusé. Claudine Chrétien. Pierre Leroy. Vincent Faubert. Corinne Chanfray. Présente. Hervé Puy. Présent. Catherine Blanchard. Marine Michel présente. Émeric Salle. Présent. Gilles Perly. Présent. Thierry Aymar. Présent. Olivier Fons. Sébastien Fine. Jean-Pierre Masson. Et Patricia Arnaud. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, j'ouvre la séance du conseil communautaire. Chers collègues, quelques mots tout d'abord pour se féliciter et remercier toutes celles et ceux dans nos communes qui font vivre ce début de saison estivale qui a démarré merveilleusement bien avec le passage du Tour de France, qui va se continuer à Briançon avec les mondiaux de l'escalade, mais dans toutes nos communes avec des animations estivales exceptionnelles, du festival Messian jusqu'à toutes les animations culturelles et bien entendu sportives qui vont faire vivre nos communes. Et derrière tout cela, il y a des actions sportives, il y a beaucoup de bénévoles et je voudrais vraiment les saluer puisque je crois que nous nous apprêtons à nouveau à vivre dans le Grand Briançonnais un très très bel été et ça fait bien entendu la richesse et l'attractivité de notre territoire. Vous dire aussi à nouveau un mot et remercier d'autres acteurs qui sont souvent les agents et les personnels de vos communes à la suite des inondations du 20 et du 21 juin qui ont été pour le moins désastreuses dans une bonne partie du massif, un peu moins chez nous et on peut s'en féliciter malgré des dégâts qui ont été toutefois très importants sur la commune de La Grave, de Villard-d'Arène et du Monétier en particulier. Je voudrais à nouveau vous dire que l'investissement, chère Corinne, que nous menons et que nous mènerons sur la compétence GEMAPI sera bien entendu important et sans faille. Je crois que la stratégie que nous avons engagée, d'une part financière pour aller chercher une candidature STEPRIM, je rappelle qu'il n'y a que 7 intercommunalités en France qui sont éligibles au fonds Barnier, ce qui nous offre une capacité d'aller financer ces travaux qui sont importants. On les mène partout sur le territoire où c'est nécessaire, bien entendu, de Névache à la Grave en passant par la vallée de la Guisane. Et je voudrais en tout cas vraiment, d'une part, saluer le travail qui a été fait dans l'urgence sur chacune et chacune de vos communes parce qu'il y a eu du suivi extrêmement régulier, parfois toute la nuit, des crues qui ont été extrêmement impressionnantes. Et à travers ça, nous dire que nous devons absolument continuer ce travail qui est important, qui est attendu, tout en ayant, si vous me le permettez, une pensée pour nos voisins de la vallée du Vénéon qui ont tout perdu. Bien entendu aussi pour nos voisins de la vallée de la Valouise qui ont des dégâts extrêmement importants et toutes et tous la responsabilité pour autant de faire démarrer une saison estivale et de la faire démarrer sans risque. Et on sait les problèmes que cela cause sur un certain nombre de sentiers pédestres où finalement nos visiteurs qui viennent une semaine par an ne se rendent pas forcément compte à quel point dans certains secteurs la montagne est dangereuse.
en tout état de cause, au-delà de la stratégie qui est la nôtre et que nous devons continuer à mettre en œuvre, je crois qu'il faut vraiment saluer l'engagement de toutes et tous. Et je voudrais en tout cas vous redire que la communauté de communes sera au rendez-vous financier, au rendez-vous des travaux d'urgence, au rendez-vous des travaux de long terme et de confortement qui sont attendus, puisque nous voyons bien que le dérèglement climatique que nous vivons malheureusement au quotidien nous oblige à protéger nos populations, mais à nous adapter aussi et adapter la manière de vivre ces phénomènes qui sont souvent plus réguliers et malheureusement plus violents. Voilà, chers collègues, pour ces quelques mots que je souhaitais vous donner en ouvrant ce conseil. Y a-t-il des prises de parole liminaires avant de démarrer l'examen de l'ordre du jour? S'il n'y en a pas, chers collègues, je l'ouvre en vous demandant si vous avez des remarques ou des questions sur l'approbation du procès verbal, des décisions ou des arrêtés. S'il n'y en a pas, je vais mettre le procès verbal aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Les décisions du président aux voix. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, elles sont adoptées. Les décisions du bureau. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elles sont adoptées. Et enfin, le compte-rendu des arrêtés. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elles sont adoptées. Et je passe immédiatement la parole à Monsieur le vice-président chargé des ressources humaines pour évoquer l'actualité de la vie RH de notre collectivité. Bonsoir à tous. Donc, comme à chaque conseil, la première délibération elle concerne une modification du tableau des emplois. Donc la première modification qui vous est proposée, elle concerne l'accueil de la médiathèque et du centre d'art contemporain. Donc l'expérience d'avoir eu 2 contrats d'1 an avec 2 agents différents et ensuite d'avoir eu un seul agent entre les 2 équipements nous amène à envisager de créer donc 2 postes de 50% pour pouvoir tout simplement avoir une meilleure répartition des temps de travail sur ces 2 accueils. Et donc il vous est proposé dans cette première modification de transformer le poste d'agent d'accueil en 2 postes à temps non complet de 50% chacun. Donc un poste d'agent de médiation à la médiathèque et un poste d'agent d'accueil et médiateur culturel au CAC. Voilà pour la première modification. La seconde, elle concerne le service développement économique et touristique. Et donc, concernant le Fab Lab, qui était un poste à temps complet, il vous est juste proposé pour mieux coller à la réalité en fait, de l'activité à ce jour, donc d'ajuster le temps de travail du poste à un 28 heures hebdo sur 4 jours d'ouverture. Voilà, pour mieux coller aux besoins du service. Et donc, il vous est proposé de supprimer le poste à temps complet pour en recréer un à temps non complet, donc 80%, sur le Fab Manager. Voilà pour cette première délibération. Merci, c'est très clair. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Si ça n'en appelle pas, je mets cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Je te repasse la parole, cher Émeric. On a 2 délibérations qui ont un sens assez important puisque ça traite de notre accueil de loisirs dont je voudrais à nouveau vraiment nous féliciter collectivement puisque, je le rappelle, c'est plus de 40 places de centres aérés, de centres de loisirs que nous créons plus cette année avec la décision que vous avez bien voulu prendre d'intercommunaliser cette compétence, en tout cas de créer un service mutualisé. Je remercie plus particulièrement les élus de la ville de Briançon qui ont bien voulu accorder leur confiance dans ce projet de mutualisation puisque le service qui, vous le savez, fonctionne un peu différemment sur la ville de Briançon, puisque c'est l'ensemble de nos animateurs des écoles qui font vivre cette prestation estivale et par ailleurs le reste de l'année, vont maintenant travailler en commun avec les équipes du centre social intercommunal. J'aurais voulu en remercier Thomas Schwartz, mais je vois qu'il est absent. Je remercie aussi Sébastien Fine qui a bien voulu travailler sur ce dossier. C'est bien entendu pas encore parfait, mais ça nous a permis d'améliorer largement le système, de l'améliorer dans la vallée de la Clarée, même si j'ai su qu'il y a eu un petit bug, mais il est réglé, voilà, donc on ouvre, il n'y a pas de problème, sujet soldé bien entendu. On a maintenant au plus près du territoire des centres aérés partout, qui proposent les mêmes prestations, qui proposent un tarif tout à fait acceptable, et je crois que c'est une bonne chose, et surtout on est capable aujourd'hui collectivement sur ce sujet qui est important, parce que ça fait partie du sujet des modes de garde, de dire qu'on est passé de 160 à plus de 200 places.
qui fonctionnent tout en commun et qui bientôt, je l'espère, parce que je pense que c'est un travail que nous devons mener dans les mois qui viennent, fonctionneront avec un mode d'inscription qui sera unique, automatisé, beaucoup plus numérisé. Et nous avons eu, je voudrais le relater devant le Conseil, une discussion en conférence des maires vendredi dernier, dans laquelle l'ensemble des maires se sont accordés pour dire que la question des modes de garde et notamment des places en crèche devait être la priorité absolue des années qui viennent et notamment de la fin de la mandature. Je crois que la question des modes de garde aussi sur le CLSH en fait partie. Aujourd'hui, c'est un premier pas. Je pense que ça va dans le bon sens et on a le droit aussi de se féliciter des choses qui marchent bien. Et en plus de ça, grâce à Émeric, s'il veut bien, et si vous voulez bien suivre les délibérations qui vont voter, on va pouvoir essayer de traiter la question des BAFA, qui est aussi un des moyens de recrutement, et la rémunération aussi de nos directeurs d'accueil de loisirs. Donc je te repasse la parole en passant cette petite parenthèse, mais naturellement le débat sera ouvert. Effectivement, le président a presque déjà tout dit en fait, finalement, puisque cette délibération elle concerne uniquement la rémunération des postes de direction. Et donc, vous vous rappelez bien qu'on avait passé une délibération concernant les postes d'animation. Et là, il vous est juste proposé, concernant les vacations journalières, donc pour les fonctions d'encadrement, donc de passer à 107,50 € brut pour les agents en position d'adjoint de direction et 110 € brut pour les agents en direction. Voilà. Je n'en dirai pas plus puisque beaucoup a déjà été dit. Mais effectivement, le nerf de la guerre de ces structures étant quand même le recrutement, il faut aussi qu'on puisse proposer des rémunérations et qui soient attractives. Très clair, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole. Oui, et donc la dernière délibération qui concerne les ressources humaines, elle concerne donc également l'encadrement donc des accueils de loisirs aussi, mais tout simplement sur la limite qui nous est portée à 30% de stagiaires BAFA encadrant donc les enfants. Et là, il vous est proposé simplement de se donner la possibilité de pouvoir accueillir des stagiaires supplémentaires, donc en surnombre et de manière non rémunérée, donc sur ces diplômes de BAFA. Voilà. Très clair. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des prises de parole, chers collègues? Si ça n'en appelle pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à monsieur le vice-président chargé des finances pour vous présenter les deux DM concernant le budget général et le budget assainissement, mais on commence par le budget assainissement. Alors, pour le budget assainissement, effectivement, c'est une deuxième décision modificative qui est commandée effectivement par l'enregistrement des amortissements en charge de fonctionnement, mais bien évidemment en recettes d'investissement pour 46 000, des opérations débit-crédit sur le fonctionnement à hauteur de 60 465 pour ajuster effectivement le tiers redevable. Pour ce qui est de l'investissement, on a 35 420 € supplémentaires en dépenses et en recettes d'ordre également pour l'enregistrement des études. Lorsque les études sont suivies d'investissement, elles ont la possibilité d'être amorties, donc elles changent de chapitre. Et pour équilibrer cette décision modificative, on va donc diminuer le virement de la section d'investissement de fonctionnement à la section d'investissement de 46 000 €. Très clair. Pas d'enjeu sur cette DM2, comme vous l'avez compris, plutôt des dépenses d'ordre. Je vais donc mettre la DM2 assainissement aux voix. S'il n'y a ni opposition ni abstention, chers collègues, elle est adoptée. Passons à celle du budget général qui a plus de contenu. A plus de contenu, mais choses qui sont tout à fait dans les décisions que vous avez prises. En fonctionnement, en dépenses, ce sera donc 166 895 € supplémentaires, dont 88 000 pour le centre social intercommunal, essentiellement pour l'action enfance, qui comprend bien évidemment la LSH, le péri et l'extra, et les actions familiales, les activités de parentalité et de seniors. 30 000 pour l'étude préliminaire du pôle multimondial de la gare de Briançon, 24 500 visant à conforter le fonctionnement du cinéma Eden, 16 500 d'équipements de protection individuelle pour les agents, notamment pour les ordures ménagères, la gestion des déchets. D'autres petites sommes qui n'ont pas d'incidence particulière, 21 600 de charges exceptionnelles pour l'annulation d'un titre
pour la redevance spéciale des ordures ménagères et 52 635 en opération d'ordre pour l'amortissement des biens qu'on retrouvera en recettes d'investissement. En fonctionnement, les recettes sont améliorées de 33 300 pour des produits de services supplémentaires et 177 800 de subventions supplémentaires, donc, soit 167 830 pour le centre social intercommunal dans le cadre de subventions versées par la CAF. En investissement, des dépenses supplémentaires d'1 277 050 pour le chapitre opérations de patrimoine, pour l'enregistrement en dépenses et en recettes des opérations de changement de compte, pour les études suivies de réalisation, toujours dans le but de pouvoir amortir ces sommes. En investissement, recettes 52 635 d'opérations d'ordre pour l'amortissement des biens dont on a parlé tout à l'heure en charge de fonctionnement. Et pour équilibrer cette décision, il est proposé donc de diminuer le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 30 000 € et d'augmenter l'opération d'investissement provision pour prospective de 31 110 €, la portant à 2 779 960. Merci beaucoup, c'est très clair. Peut-être m'arrêter sur juste 2 points si vous me le permettez. Le premier, c'est bien entendu les moyens qui sont donnés au CLSH, on vient d'en parler, mais c'est la confirmation, bien entendu, des moyens qui sont donnés pour que tout cela fonctionne. Et je remercie les communes, bien entendu, de leur participation. Pierre Leroy, il reviendra tout à l'heure, mais le démarrage de cette étude sur le pôle multimodal de la gare est tout de même un très vieux dossier qui était appelé de nos voeux depuis très longtemps et qui est accéléré dans le cadre de la candidature aux Jeux Olympiques 2030. Et c'est vraiment une excellente nouvelle. Je rappelle par ailleurs que le lycée d'altitude de Briançon va faire l'objet d'une réhabilitation dans laquelle la région investit plus de 45 millions d'euros. Et je crois que c'est un dossier qui a tout son sens au niveau communautaire sur notre gare. Mais je ne voudrais pas déflorer la délibération que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Voilà, chers collègues, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette DM2 ? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. Elle est adoptée. La délibération suivante appelle à la liquidation de l'AREA PACA. Je ne reviens pas sur cette délib, tout simplement, nous en étions actionnaires et la société a été dissoute par la région Sud. Donc, tout simplement, nous actons la dissolution. Voilà, je mets cette délibération en voix, s'il n'y a ni opposition ni abstention. Elle est adoptée. La parole est à nouveau à Olivier Fons pour des questions d'emprunt. Oui. Pardon, il était proposé effectivement dans le budget général 2024 de recourir à un emprunt éventuel. Nous avions jusqu'à présent différé ce besoin dans la mesure où la capacité d'autofinancement de la collectivité était suffisante. Compte tenu de l'avancée importante des investissements et des dépenses, on sera certainement amené à recourir à cet emprunt dans le mois qui arrive ou les mois qui arrivent. Et pour permettre de profiter au mieux des opportunités de taux, il est demandé effectivement au Conseil communautaire d'autoriser le président à préparer et à passer, et ainsi qu'à la souscription de l'emprunt considéré. Pour vous donner juste quelques petites précisions qui me semblent intéressantes. D'une part, le chantier du quartier Berwick de la cité administrative, j'allais dire, se déroule presque trop bien. Je ne vais pas dire ça, je vais toucher du bois. Mais en tout cas, à ce stade, il se déroule tout à fait correctement, ce qui amène à des dépenses assez importantes sur l'année. Vous le savez, c'est une autorisation de programme qui est pluriannuelle, sur laquelle nous pensions, pour être tout à fait honnête, qu'il y aurait probablement plus de dépenses sur l'année 2025. Tant mieux, c'est que ça se déroule bien. Deuxième élément, je voudrais quand même insister là-dessus, c'est un dossier qui nous amène à investir quasiment 20 millions d'euros et pour lequel nous n'avons même pas eu besoin d'emprunter à ce stade. La collectivité a un passif de dette de 6,6 millions d'euros, ce qui est globalement extrêmement faible pour notre collectivité et une capacité d'autofinancement de 6 millions d'euros. Voilà. Donc, dans la lignée des échanges budgétaires que nous avons eus cette année, il nous revient de rester très attentifs sur notre équilibre de fonctionnement, qui est le seul sujet qui nous contraint, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons très attentifs aux dépenses de fonctionnement.
puisque on n'a pas des recettes qui sont extrêmement dynamiques. Donc il faut qu'on soit très attentif sur le maintien de notre épargne nette. Mais en tout état de cause, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui à pouvoir souscrire 2 millions d'euros d'emprunt. On est globalement une collectivité pas endettée, avec un taux de désendettement, d'ailleurs une capacité de désendettement qui doit être à mon avis inférieure à 1 an. Donc on est vraiment sur des ratios qui sont très bons. Et si je dis ça, c'est tout de même pour se rappeler que cet investissement important de la cité administrative, on le fait de cette manière-là, déjà parce qu'il y a 2 collectivités qui le cofinancent, d'autre part parce qu'on est tout de même vraiment très bien aidé de la part du département, de la région et de l'État, éligible au fonds friche, au fonds vert. Je crois qu'il faut tout de même s'en féliciter. Ça nous donne un petit peu de vue et ça nous permet d'élargir un peu la focale sur la suite. Nous avons le projet du pôle culturel au 35 et au 37 rue Pasteur, Catherine, qui est un sujet sur lequel nous souhaitons avancer. Vous avez voté dans le budget le lancement des études. Je crois que c'est un sujet majeur, puisque nous devons aussi offrir au conservatoire, aux Beaux-Arts, je crois, des équipements maintenant qui sont à la hauteur de ce qu'ils méritent. On a maintenant le centre social intercommunal qui fonctionne très bien, il faut aller sur ce lieu. Et puis, si demain on veut prendre un certain nombre de décisions d'investissement, par exemple sur la réouverture d'une crèche, monsieur le maire de la Salle des Alpes, qui est un sujet aujourd'hui qui, je crois, cher Gilles, ne fait pas polémique, mais qui en tout cas fait projet, je pense qu'il faut qu'on soit capable de se dire qu'aujourd'hui nous avons pu porter 20 millions d'euros d'investissement, ce qui est quand même le projet le plus important depuis de nombreuses années sur notre territoire, tout en ne dégradant pas les équilibres financiers de la collectivité. C'est une bonne chose et ça nous permet d'anticiper l'avenir sereinement, et tout ça sans toucher à la fiscalité non plus. Voilà, je me permettais juste de le rappeler, parce que ça a tout de même un sens. Voilà. Donc il vous est demandé de me donner délégation pour pouvoir signer les emprunts, tout simplement, si nous sommes amenés à en souscrire. Monsieur Finn a demandé la parole. Cette délibération donc vous donne l'autorisation d'aller vite, c'est ça l'objectif. Sinon nous serions obligés de voter une délibération à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'on a une idée à l'heure actuelle des taux qui sont pratiqués on a entendu qu'il y avait plutôt une baisse, c'est plutôt favorable, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Sur les collectivités locales, on est entre 3 et 3,5 à l'heure où on parle, et il n'est pas totalement impossible que nous saisissions le moment du plein été pour souscrire l'emprunt que nous devons souscrire, puisqu'il y a souvent une baisse de tension sur les taux d'intérêt en plein été. Voilà. Mais on est sur des choses à peu près convenables à l'heure où nous parlons. Je vous en prie. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions, chers collègues? Je vous remercie. Elle est adoptée. Je vais vous présenter en lieu et place de Jean-Marc Caponi, à moins que mon collègue Richard Nussbaum ne veuille suppléer à Jean-Marc. Merci, cher Richard. La délibération 7 bis, que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Je la pique à Émeric, merci. C'est vrai, moi aussi, j'aurais pensé que son binôme Pierre Leroy aurait pu le présenter, mais force est de constater qu'ils ne se sont pas entendus entre eux. Plus sérieusement, vous vous souvenez que nous avions, au précédent conseil, attribué le marché de fourniture en carburant pour le XTL, pour passer toute la flotte de la communauté de communes au biocarburant, et on a une remarque du contrôle de légalité qui nous a demandé de voter une délibération à part. Donc c'est exactement la même chose, c'est la notification de la commission d'appel d'offres qui a attribué le marché, mais c'est une délibération propre. Voilà, on répond juste aux demandes du contrôle de légalité de la préfecture des Hautes-Alpes. Sinon rien n'a changé, c'est ni plus ni moins, et je pense que les membres de la commission d'appel d'offres peuvent en témoigner, que les 3 lots qui étaient... voilà. Et donc je vous confirme qu'après notification du marché, on va bien pouvoir faire passer toute la flotte des ordures ménagères notamment au biocarburant, et je pense que c'est une très bonne chose puisque c'est déjà le cas pour tout le réseau Altivo. D'ailleurs, je pense qu'on ne le dit pas assez et qu'il va falloir qu'on le dise un peu plus, parce qu'en l'espace d'1 an, on aura passé la totalité de notre flotte, pour qui concerne nos compétences, à des carburants qui n'émettent quasiment aucun gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il faut pouvoir le dire, car on est attendu là-dessus. Voilà, chers collègues. Je mets donc cette délibération 7 bis
Aux voix, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et Marine Michel va nous parler du col du Lautaret, qui est un sujet qu'elle suit à la CCB, mais qu'elle suit aussi avec Claire Barnéo et Éric Pétieux à mes côtés au conseil départemental. Et je voudrais remercier les élus du département, puisque ce sont des investissements d'une hauteur importante pour les communes du Monétier-les-Bains et de Villard-d'Arène. Je parle de la Grave aussi quand même, parce qu'il me semble que ça nous concerne. Mais en fait, le col du Lautaret, je crois que ça nous concerne tous. De la même manière que nos portes d'entrée, nos cols concernent tout le monde. Et je crois que c'est bien que le département aille matériellement en maîtrise d'ouvrage sur ces sujets d'investissement. Chère Marine, tu as la parole. Si tu la demandes. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, comme vous le savez toutes et tous, le département s'est engagé depuis quelques années dans un projet d'ampleur visant à améliorer les cols, les grands cols de notre département. Donc, vous avez pu voir ce qui a été fait sur le col de l'Isoire, cher Jean-Franck, qui est une réussite, avec des belles pierres de Servières d'ailleurs, hein, qui sont cadeaux, oui, mais bon. Encore heureux. On va pas préciser le montant de la commune de Servières sur cette opération. Attention Jean-Franck, parce que sinon je raconte l'anecdote. Hein. Le col à Niel aussi qui a pu avoir des aménagements, et puis nous sommes là pour le col du Lautaret qui a bien avancé aussi. Faut-il rappeler juste quand même que la commune de Servières est la seule commune de tout le département qui n'a pas été appelée au cofinancement du projet. Je l'ai précisé, je l'ai dit. Je te taquine Jean-Franck un peu quand même. Pardon Madame Michel. Et je disais effectivement que cette délibération concerne le col du Lautaret, et je pense que vous avez pu voir en passant les aménagements qui sont réalisés petit à petit, et qui sont vraiment des aménagements qui améliorent le paysage et qui permettent à ce que les personnes qui passent à ce col et qui nous visitent puissent profiter un instant des beaux paysages du col du Lautaret. Donc cette délibération est la convention cadre de partenariat donc pour l'aménagement et la valorisation du col du Lautaret. Elle nécessite une mise à jour car l'université Grenoble-Alpes a supprimé sa mission au niveau de la réhabilitation du refuge Napoléon. Et aussi, la deuxième chose, c'est la mise à jour du calendrier de mise en œuvre. Voilà. Donc vous avez la délibération et la convention dans cette délibération. Et l'aménagement, bien évidemment, du calendrier de mise en œuvre qui, comme tout, évolue au fur et à mesure des travaux. Voilà. Merci beaucoup. Oui, sur un autre sujet, enfin qui est pas très loin, c'est la Marionnaise. Donc comme j'ai les représentants du département là, je les alerte sur ce qui s'est passé ce week-end, où il y avait 30 minutes de queue. Voilà, donc je pense qu'il va falloir trouver une autre solution, soit rallonger, raccourcir, ou voir sur quel sens on le fait un peu plus long, mais les week-ends, les gros week-ends d'affluence, ça va vraiment coincer au niveau du col. Sujet très clair sur lequel, dès avant-hier, je crois, enfin au moment où ça a été problématique le dimanche, nous avons demandé au chef d'équipe de passer dès ce matin et de regarder la manière dont on pouvait améliorer les réglages, parce que les réglages sont censés être automatiques et s'adapter, et semble-t-il que ça ne fonctionne pas. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours des perturbations, parce que vu que l'alternat on ne pourra pas le supprimer, il y en aura, mais ce qui m'a semblé, pour être moi aussi passé, c'est que le réglage faisait qu'il y avait trop peu de voitures qui passaient d'un coup. Donc normalement, les équipes du conseil départemental sont passées ce matin, et j'espère que ça fluidifiera un petit peu. Les nouveaux feux sont mis en place. Voilà, ils arrivent, nos collègues. D'accord. Bon, je vous propose qu'on y soyons tous attentifs et qu'on essaie d'améliorer les choses, même si effectivement on aura forcément des désagréments. Certes, et en sécurité aussi.
Je vais donc du coup mettre aux voix la délibération sur la convention cadre en redemandant bien aux communes concernées si tout leur convient bien, parce que c'est quand même un beau sujet, et en rappelant pour d'ailleurs ceux qui n'y sont peut-être pas passés que le bâtiment anciennement de la DDE a déjà été détruit, que c'était l'un des aspects paysagers que nous voulions dans le projet et qui je crois remet un peu d'espace dans le col, et que je pense que les travaux avancent bien et porteront satisfaction. Je sais que c'est aussi des désagréments pour les commerçants là-haut, et je les remercie de leur patience. On a essayé de faire le maximum pour faire en sorte que ça se passe bien. On a installé des toilettes provisoires là-haut, on a essayé de faire en sorte que le calendrier des travaux ne les impacte le moins possible. Mais en tout état de cause, c'est la plus grosse phase de travaux. On devrait après aller sur quelque chose de plus simple, en sachant que c'est aussi l'ensemble des zones de stationnement qui seront refaites. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose pour le col. Voilà, chers collègues, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Nous avons été rendus éligibles par l'État au plan de transformation des zones d'activité commerciale. C'est ce que, à l'époque, le gouvernement avait appelé la France moche. Voilà. Et alors moi, je ne crois pas que notre zone soit si moche que ça, même si naturellement tout est toujours améliorable. Cela étant dit, à travers l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'État met des crédits à disposition pour lancer un certain nombre d'études et regarder la manière dont sur ces zones d'activité nous pouvons, avec des urbanistes, des paysagistes, travailler à peut-être des modifications à venir dans la manière de construire, dans la manière d'améliorer cette zone. Donc nous avons saisi l'opportunité et nous sommes éligibles. Donc ces crédits vont nous permettre de rentrer dans le cadre de ce projet et de lancer une étude. Je pense que à l'heure où nous sommes en train de travailler sur notre SCOT, où nous voyons bien, et tous les maires concernés le savent, de Montgenèvre jusqu'à Saint-Chaffré, et en passant par la Grave, qu'on a un vrai sujet sur les zones d'activité, puisqu'elles sont pleines, et qu'on n'a plus de foncier pour les agrandir, et donc on voit bien que ça pose une question pour nos artisans. Je crois que c'est pas totalement inutile de se poser finalement la question de savoir comment on pourra construire sur le bâti déjà existant, peut-être rénover des étages qui n'étaient pas utilisés, mais trouver des solutions, parce que dans les 5 à 10 ans à venir, nous allons être confrontés à la problématique d'installation des artisans. Et je crois que, étant donné le développement et la place que l'artisanat porte dans notre territoire, je crois qu'il faut vraiment qu'on se saisisse. Donc tant mieux, on a des crédits de l'État, prenons-les et essayons d'en faire quelque chose d'utile. Voilà. Voilà, chers collègues, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée et je passe immédiatement la parole à Pierre Leroy, qui va très longuement nous parler mobilité sur plein de sujets différents, mais qui sont tous intéressants. Merci Monsieur le Président. Donc la première délibération concerne en effet le financement de l'étude préliminaire du pôle d'échange multimodal de la gare de Briançon. Donc je ne vous ferai pas outrage sur le fait que la gare de Briançon, son intérêt stratégique est évident. Il est évident pour les communes, pour la ville de Briançon, mais il est évident pour l'ensemble de la communauté de communes et même au-delà. Et il est évident pour les socioprofessionnels de notre territoire et l'ensemble des citoyens. On l'a vu souvent, que ce soit sur le train de nuit, que ce soit sur le TER, l'attachement de nos concitoyens sur la gare et son fonctionnement est forte. Donc, et il se trouve que juste en périphérie, de plus en plus, on voit qu'il y a des activités qui s'installent, qui sont importantes aussi, entre l'agence commerciale Altigo, l'espace socioculturel dont on a parlé tout à l'heure, là, avec le centre social d'intercommunal de conservatoire, le groupe scolaire au Ronce-Fine, mais il y a aussi le SDIS, mais il y a aussi, et on voit que ça bouge, c'est un quartier qui bouge beaucoup et qui sera amené à bouger de plus en plus. Et puis l'objectif qu'on a sur le schéma de mobilité, sur le plan climat, de relier avec toutes les pistes cyclables, de faire que ce soit vraiment multimodal et connecté avec toutes les solutions de transport, fait que c'est évidemment très stratégique. Donc pour ces raisons-là, et du fait que la région aussi s'intéresse à cette affaire, parce que la gare fait partie des gares prioritaires inscrite à l'agenda d'accessibilité programmée de la région Sud, et à ce titre, elle bénéficie dès 2024, parce que vous avez déjà vu que ça a commencé, de travaux, entre autres, qui visent au rehaussement des quais. Donc déjà, la gare est donc vraiment citée pour qu'il y ait des travaux qui s'engagent, et l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, et on sait que tout autour de la gare, il y a aussi du foncier
qu'appartient soit à la SNCF, soit à ses filiales, et qui permettrait véritablement de dynamiser ce secteur. Donc c'est la raison de cette étude préliminaire qui vous est proposée, qui porte sur un projet global de pôle d'échange multimodal, avec l'objectif que les travaux puissent être réalisés avant 2030. Donc, à travers cette étude, il est question de travailler sur l'adaptation aux nouveaux usages de mobilité, l'intermodalité, l'accessibilité à la gare, les modes doux, de faire qu'il y ait une nécessité ou non de l'implantation d'une passerelle d'accès au quai et la suppression de la TVP. Je me souviens un peu ce que c'est. Magali, peut-être vous pouvez m'aider, la TVP. C'est le passage des voies. Ouais, c'est ça. Oui, la sécurisation, oui, pardon. C'est ça. Et un meilleur accueil des clients à travers le réaménagement du bâtiment voyageur. Et ça fait déjà un certain temps qu'on observe aussi la disponibilité de ces bâtiments-là. Le réaménagement du parking et de la gare routière. Et donc voilà, c'est cet ensemble de travaux qui sont envisagés avec un rendu prévisionnel de cette étude à la fin du premier semestre 2025, donc ça peut aller vite. Le coût total de l'étude est estimé à 120 000 euros. La région en prendrait 50% du coût et les 50% restants seraient à moitié à la ville de Briançon et à la moitié à la communauté de communes. Donc voilà ce qui vous est proposé. Donc ça fait à la charge de la CCB 30 000 euros pour cette étude. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci. Et je pense qu'on aura des discussions sur ce qu'il faut mettre là-dedans dans cette étude. Il y a un vrai sujet de mobilité douce avec les délaissés de la voie SNCF qui permettrait de connecter à la voie verte de l'avenue Jean Moulin et derrière à la Via Guisane. Il y a un sujet aussi qui concerne, me semble-t-il, le covoiturage, parce qu'en fait c'est quand même un lieu qui dans sa globalité sert déjà beaucoup en usage au covoiturage. On a, je pense, beaucoup de beaux sujets à faire là-dessus pour qu'il y ait de l'intermodalité et qu'on donne, je crois, un vrai coup de neuf à la gare. Si en plus il y a des trains qui arrivent à l'heure, le pire n'étant jamais certain, ce serait une bonne chose. Voilà, chers collègues, s'il n'y a pas de prise de parole, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée et Pierre, je te repasse la parole. Alors, quand on engage des projets, souvent il y a des effets collatéraux. Et vous le savez, quand on a pris cette compétence, ça a été quand même un gros projet pour notre collectivité. Il y a eu en effet des effets collatéraux auprès de la population et en particulier au sujet du pass Zou. Donc on en a parlé à plusieurs reprises, il y a eu de l'émotion, les habitants ont fait remonter leurs préoccupations par rapport à ça, donc ça a été entendu et c'est l'objet de cette délibération qui permettrait d'amortir un petit peu cet impact financier pour les foyers. Là, en l'occurrence, ce qu'il vous est proposé, c'est une prise en charge à hauteur de 25% du coût du pass Zou, dans la mesure où on dispose déjà évidemment d'un pass scolaire annuel Altigo, c'était le double qui faisait que c'était impactant. Donc ça, prévu pour la future rentrée 2024-2025. Ça a un coût pour la collectivité qui s'évalue à 10 710 euros. Et donc cette facilité est réservée aux collégiens et lycéens. Il sera évidemment demandé aux familles de transmettre les dossiers de demande de remboursement complet avant le 30 octobre suivant la rentrée scolaire concernée pour pouvoir envisager d'avoir ce remboursement de 25% des frais. Voilà. Promesse tenue donc, et je crois qu'elle était attendue par de nombreuses personnes. On nous en a parlé longuement en Évage d'ailleurs, et j'imagine qu'on en parle aussi à la Grave. Juste, pour ça c'est très bien, mais il faut qu'on soit vigilant pour nos élèves qui remontent de Bourdoisan, qui puissent bénéficier de Zou avec les cartes. Enfin, je veux dire, il faut qu'on soit vigilant pour la méthode, en tout cas. Parce que, bon, voilà, certains élèves qui sont internes remontent le mercredi, par exemple, avec le quart de Zou. Et voilà, il ne faut pas que ces gens-là soient exclus du dispositif. Et voilà, et après, on verra après par la suite, mais au moins le transport du lundi et du vendredi, on verra comment on peut articuler. Moi, j'y tiens à cœur et les parents, ils nous le... Voilà, tout à fait. Alors, c'est pas miraculeux, non, mais ça amortit en partie, voilà. Quand on sait qu'on est loin, on sait il y a des difficultés, mais si on peut les surmonter avec des transports comme ça, c'est toujours plus appréciable. En fait, la question qui va se poser, c'est est-ce que ces élèves-là ont un pass Altigo ou pas? C'est ça, exactement.
là, ils l'ont pas, mais il faudra qu'ils le prennent, en Oui. tout cas. Ah ben, Donc, c'est l'objet de la délibération. c'est hein. ça, c'est ça. Mais Ouais. pour que nous, de notre côté, on soit vigilants pour ça, quoi. Tout à fait. Bon, regardons-le en détail. Bien entendu, il fallait l'asseoir sur quelque chose, ce remboursement. Donc c'est sur le pass Altigo. Alors, regardons les choses à l'usage. Effectivement, il faut qu'on puisse bien entendu l'ouvrir au plus grand nombre. Mais en tout cas, au plus grand nombre qui en ont besoin. Voilà. Bon, je propose qu'on regarde ça sereinement et tranquillement. D'autant plus que on n'est pas sur des masses critiques d'enfants concernés qui sont... Faut ajuster. Je vais mettre donc cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Pierre, tu as à nouveau la parole. Donc là, il s'agit des navettes de la vallée étroite, pas de la vallée de la Clarée, de la vallée étroite. Donc vous le savez, hein, on participe déjà depuis quelques années au financement de cette navette, sachant que c'est la commune de Bardonecchia qui organise ce service. Ça permet, là, le fait que ça soit maintenant la commune, ça permet aussi de combiner avec les correspondances du réseau de transport de Bardonecchia. Donc ça c'est un nouvel intérêt. En 2023, la navette a transporté 7600 passagers, sachant que préalablement, en 2022, c'était 2980 personnes. Donc on voit bien qu'il y a un vrai besoin. Et en plus, cette navette-là, le service était plus restreint parce que la route d'accès à la vallée étroite est restée ouverte à la circulation. Donc il y a vraiment un besoin de la population d'utiliser la navette. Donc pour l'été 2024, ce qui est prévu, donc ça sera c'est en service là à partir de juillet jusqu'au 25 août, avec 10 allers-retours par jour, avec un véhicule de 25 places. Des fermetures de routes sont envisagées les week-ends de juillet et du 3 au 18 août, avec une possibilité de prolongation jusqu'au 25 août. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des correspondances avec les lignes régulières de Bardonecchia. Voilà, le calendrier, vous l'avez. L'incidence financière, en fait, ça n'évolue pas par rapport à l'année dernière. On est toujours à 8 500 €. Par contre, les discussions que nous avons eues, c'est que si, en effet, alors d'une part, la commune de Bardonecchia, comme nous, envisage d'augmenter les tarifs. Donc ça, c'est je pense une bonne chose, que ce soit l'usager plutôt que les impôts qui payent ce type de transport. Et en cas de déficit, si c'était le cas, c'est la commune de Bardonecchia qui supportera entièrement le déficit. Donc nous, on maintient une participation telle qu'elle était prévue avant. Les discussions continuent avec les Italiens pour essayer d'améliorer et faire que petit à petit, ça coûte de moins en moins cher à la collectivité. Madame Bardéou a demandé la parole. Oui, simplement, moi je voulais juste féliciter cette belle entente franco-italienne sur un service touristique. On constate en fait là aussi que, comme pour les navettes de la Clarée, le ticket à 2 €, bah, c'est pas viable financièrement, c'est pas équilibré, et visiblement la commune de Bardonecchia envisage de faire la même chose que ce qui a été fait sur les navettes de la Clarée, à savoir augmenter le prix du ticket. Et enfin, disons les choses, on ne va pas relancer le débat, mais c'est pas l'augmenter pour se faire plaisir, c'est en tout cas lui donner le vrai prix, puisqu'en fait tout cela a un prix. Et malheureusement, l'expérience des dernières semaines, notamment dans la vallée de la Valouise, à mon avis, amènera un certain nombre de nos voisins à s'inspirer de ce que nous faisons chez nous dans la Clarée, et à mon avis assez rapidement, et pour des raisons qui seront beaucoup plus contraintes que les nôtres. Et c'est en tout cas bien de le souligner. Je te remercie. J'ai pas fait voter cette délibération, hein, non. Donc je la fais. Oui, pardon, Claudine, je t'en prie. Oui, juste pour préciser, effectivement, c'est une belle collaboration avec la commune de Bardonecchia, et j'espère qu'elle pourra se poursuivre dans le temps. Juste une petite précision à l'Assemblée, il y a un peu des discussions encore, donc elle est encore là, dans la délibération, c'est marqué 6 juillet, mais elle n'est pas encore en place, parce qu'il y a encore des choses à voir. Et puis, juste préciser que ça rentre dans le cadre des AC, puisqu'en fait, c'était la commune de Névache qui, avant que la compétence mobilité soit prise par la communauté de communes, c'était la commune qui mettait en place ce service et qui prenait en charge ce service.
Merci beaucoup et on a hâte qu'elle soit mise en place pour aller manger une polenta au refuge Remagis, qui est quand même pas la pire des choses à faire dans le territoire. Voilà. Pour les avis aux amateurs. Bon, du coup, je fais voter la délib cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Pierre, tu as à nouveau la parole. Alors, la délibération suivante correspond donc le fait de vous proposer de prendre acte du rapport du délégataire. Alors, on a hésité avec les services. Le rapport du délégataire, en fait, c'est pour l'exercice 1. Et ce rapport est du 1er novembre 2022 au 31 août 2023. Donc, voilà, j'ai pensé qu'il était important qu'on vous fasse une vision plus globale d'où on en est aujourd'hui, plutôt que de se caler précisément sur le rapport du délégataire, sachant que ce rapport, il est évidemment disponible et vous pouvez le consulter quand vous le souhaitez. Mais je pense qu'on a des informations à vous donner de façon plus globale et plus pérenne sur la durée, et plus récente aussi. Donc c'est les éléments que je vais vous donner là maintenant à connaître. Donc la DSP, vous le savez, elle est en service depuis le 1er novembre 2022. Elle a intégré l'ensemble des services régionaux au 1er septembre 2023. Le réseau est dans sa version intégrale, mais depuis récemment. C'est-à-dire que ça a évolué, la prise en charge s'est fait progressivement depuis un certain temps. Il y a eu des extensions de lignes, en particulier en été jusqu'à la Grave, en raison de 2 allers-retours par jour. Et puis il y a eu plein de changements qui se sont faits ces derniers temps. Donc là, enfin, on peut y voir clair maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan sur ces 20 derniers mois de fonctionnement? Déjà sur la fréquentation. Donc on en a beaucoup discuté avec le président. Là, on vous donne des chiffres. Moi, l'objectif, c'est d'être pédagogique et transparent. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le réseau Tube, en 2019, enregistrait 330 000 voyages. 2019, ok? En 2023, le réseau Altigo, sur évidemment le même périmètre, enregistre 375 000 voyages. Ce qui veut dire une augmentation de 12%. Encore une fois, à périmètre similaire. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle nous concernant. D'autant plus que dans cette période-là, en fait, on le voit au niveau national, c'est le bureau d'études qui nous fait remonter les informations, disant que dans ce contexte, de nombreux réseaux urbains ont vraiment peiné à retrouver leur niveau de fréquentation, entre autres liés à la crise sanitaire. Donc, on peut estimer que ces résultats sur notre territoire sont très favorables. Sur la saison hivernale, parce que ça, évidemment, ça intéresse les communes-stations en particulier, la tendance, elle est similaire. Entre janvier et avril 2023, nous avons eu 90 000 voyages. Entre janvier et avril 2023. En 2024, sur la même période, on a eu 100 000 voyages. Donc là aussi, on le voit, en période hivernale, on a une augmentation forte de plus de 10% sur notre territoire. Donc ça aussi, c'est des... D'ailleurs, avant c'était les poubelles, maintenant c'est les abribus. Avant, je regardais qui était à l'abribus, et on le voyait, c'était des personnes âgées, des enfants, des gens porteurs de handicap. Je vous invite à regarder les abribus maintenant. On voit bien que la typologie d'usagers, c'est des gens qui vont au boulot, c'est des touristes. Il y a énormément de touristes qui utilisent les transports en commun. Donc, en quelque part, cette dynamique est favorable et on en est satisfait. Donc là, en septembre 2024, donc septembre prochain, on aura vécu une année complète de fonctionnement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quelques éléments plus précis sur la ligne 6 qui correspond à Briançon-le-Monétier, eh bien, évidemment, c'est la ligne qui cartonne. On a fait un choix sur les services entre 20h et 1h du matin. Donc là, on a une petite déception, mais en même temps, c'était un choix aussi, étant donné les risques, étant donné de nos jeunes touristes, et pas que touristes d'ailleurs. Donc il y a une petite déception, parce qu'en fait, il est relativement peu utilisé. Donc on va y retravailler sur les horaires pour faire que ça corresponde encore mieux à la demande. L'utilisation des services scolaires et des hauts-le-pied. Donc ça, vous savez que c'était quelque chose d'important, de donner accès aux citoyens à ce transport scolaire, à la montée, quand le transport était quasiment interdit et le véhicule montait à vide, et Dieu sait qu'on est sensible à ça, et puis à la descente avec les collégiens et les lycéens. Aujourd'hui, le bilan, il est, on va dire, correct, mais pas véritablement satisfaisant. Notre marge de progrès,
elle est vraiment là. Donc c'est pour ça qu'on a prévu avec le président des réunions publiques en septembre dans vos communes. Donc là, on compte sur vous pour faire le relais, pour qu'on puisse informer la population à la fois là-dessus, mais aussi avec tous les services de mobilité qui sont annexes sur le covoiturage organisé, sur les pistes cyclables, sur tous ces sujets-là. Donc au mois de septembre, les dates, on peut vous les fournir très rapidement, des réunions publiques sont prévues dans vos villages pour qu'on puisse discuter avec les gens. Donc ça c'est une chose importante parce que vraiment, c'est sur ce point-là qu'on a envie de faire bouger les lignes. La ligne 7, Briançon-Névache, là par contre, on a des très bons résultats. Il y a plus de 900 personnes qui ont été transportées sur les mois de janvier à mars sur de la réservation. Donc ça, c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que cette ligne correspond vraiment à un besoin. Et il se trouve qu'avec le président, on était présent à une réunion publique à Névache, avec Madame le maire de Névache, et là, c'était flagrant. On venait pour parler de la Haute-Clarée, et les 3/4 de la réunion, on a parlé de cette ligne. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de la population très forte, un besoin très fort pour que cette ligne devienne une ligne régulière. Donc des travaux sont menés aujourd'hui par les services pour envisager que cette ligne soit régulière, à coût constant, parce qu'aujourd'hui c'est un transport à la demande mais qui nous coûte de l'argent, et donc l'objectif c'est de transformer cette ligne à la demande en ligne régulière, à coût constant pour la collectivité. Donc c'est en ce moment même que les services travaillent sur ce sujet-là. Donc ça c'est des très bonnes nouvelles et on voit qu'on a des marges de manœuvre qui sont assez conséquentes là-dessus. Et donc la bonne fréquentation évidemment impacte les finances. Donc on a des recettes qui sont supérieures à ce jour de 30%. Sauf que, je vous ai dit que l'objectif c'était d'être transparent et pédagogique. Ce que je voulais vous dire malgré tout, c'est que derrière, on découvre, et vous le savez parce que vos collectivités sont concernées, c'est que les charges augmentent. Et elles augmentent de façon conséquente. À travers les charges, c'est l'inflation dont je parle. C'est à la fois le coût du carburant et les charges salariales. Et ça, c'est pas anodin. Donc aujourd'hui, on n'a pas une visibilité précise de comment ça va se traduire, parce que c'est trop tôt. En fin d'année, on pourra vous donner les éléments. On a plus de recettes, mais on aura plus de charges. Donc ça, voilà, on verra ce que ça donne. Et dernièrement, un autre élément qui est important pour vous, c'est le versement mobilité. Donc vous le savez, on l'a voté. La communauté de communes perçoit le versement mobilité, qui aujourd'hui n'est impacté pas que sur la commune de Briançon et Villars et puis Saint-André, comme c'était le cas avant, mais sur l'ensemble des communes de la communauté de communes. Donc le périmètre a évolué, et puis vous le savez aussi, on a fait évoluer ce versement de mobilité en votant de 0,55% à 0,80%. Un travail conséquent, et là encore on remercie les services, parce que les services ont beaucoup travaillé avec l'URSSAF, parce que ce versement mobilité est lié à une déclaration des entreprises. Donc en fait, on se rend compte que si on ne vérifie pas ça, il peut y avoir des erreurs, on va dire, de déclaration du monde de l'entreprise. Et c'est là que ce travail conséquent a permis de passer d'une recette mensuelle de 49 850 €, recette mensuelle, à une recette mensuelle de 105 023 €. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé la recette du versement mobilité sur le territoire, encore une fois, grâce au travail des services, qui a sollicité fortement l'URSSAF. Donc on est aujourd'hui sur un versement qui est à peu près en moyenne de 110 000 €, sachant qu'évidemment vous comprenez que les entreprises, ça fluctue au niveau de leur personnel, et vous le savez aussi, c'est les entreprises qui ont plus de 10 salariés. Donc dès qu'ils baissent en salaire, ils ne payent pas, et en nombre de salariés, ils ne payent plus, et dès qu'ils montent au-dessus de 10, ils payent. Donc c'est pour ça que c'est une moyenne aux alentours de 110. Donc ce qui veut dire qu'annuellement, on passe de 600 000 € à 1 320 000 € de versement mobilité. Donc voilà, ça ne correspond pas vraiment au rapport du délégataire, Monsieur le Président, mais je pense que c'est plus intéressant pour vous d'avoir ces chiffres-là qui correspondent à l'évolution annuelle du service. Et encore une fois, si vous voulez le détail du rapport du délégataire, évidemment, on est là pour répondre à vos questions ou vous le fournir. Merci beaucoup Pierre, je crois qu'en synthèse, en tout cas les leçons qu'on peut retenir, c'est que le pari à ce stade, il est déjà réussi. En tout cas, il est en train de réussir. Il va de soi que tout est adaptable. Je crois qu'on l'avait dit dès le début, puisqu'on a des sujets de demande de modification d'horaire, de lignes, etc. Mais on voit bien que ça fonctionne. Donc
c'est plutôt une bonne nouvelle que les questions qu'on se pose, c'est d'agrandir le réseau, notamment avec la ligne 7. Et effectivement, j'entends bien que pour les élèves de Névache qui ont des cours qui finissent à midi, le fait d'avoir une possibilité de rentrer, ce sera un vrai service sur le territoire qu'on offrira. Je crois qu'il faut qu'on aille plus loin. En tout cas, aujourd'hui, on voit globalement qu'on a des statistiques dans le transport en commun qui augmentent partout. Donc je pense que vraiment c'est une bonne nouvelle. Monsieur le maire de Monestier, tu as demandé la parole là. Si c'est pour la desserte du cassé, la réponse est oui. Ça en fait partie. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc je vais aussi, moi, comme on en a discuté ensemble, d'ailleurs je suis satisfait que vous ayez pris compte de mes remarques, puisque vous avez dit la dernière fois que l'objectif aussi de ce réseau Altigo sur l'ensemble de la communauté de communes, c'est que nos habitants permanents se l'approprient. Pour l'instant, je pense que d'après les chiffres que nous avez donnés, c'est pas le cas. C'est pour ça que ce que vous avez mis en place, que ce soit réunion publique ou information, je pense que c'est important. Là, on s'est bien rendu compte que l'augmentation qui s'est produite sur les chiffres et la fréquentation, elle est essentiellement liée à l'augmentation touristique qu'on a connue cet hiver. Ça c'est le cas sur la ligne 6. Sur la ligne 6. Sur les lignes du réseau urbain, on a une augmentation qui est significative. Oui, je parlais de la 6. Sur cet aspect-là. Après, sur le réseau urbain, je pense que vous avez aussi permis à nos collégiens de pouvoir bénéficier de tout le réseau qu'ils n'avaient pas avant. Je pense que c'est très bien, mais ça doit aussi avoir une influence sur les chiffres. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'objectif quand même important de la mise en place de cette mobilité, c'est la desserte et l'utilisation de nos habitants permanents. Donc là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et bon, effectivement, le choix que vous avez fait de vous appuyer sur la ligne principale 6 pour générer des ressources, bon, on voit l'évolution qu'il peut y avoir. Le jour, par contre, effectivement, où on aura une fréquentation touristique qui sera un peu moindre, peut-être qu'il y aura un impact. Bon, ça, je vous avais déjà fait part de ces remarques-là. Vous avez ce que vous nous avez proposé pour l'aspect pédagogique. Je pense que c'est une bonne chose. Deuxième chose, puisque je ne dis pas que des choses qui font pas plaisir, c'est que la ligne qui a été mise en place dernièrement en direction de la Grave, c'est quand même une bonne chose. Et en plus, vous avez maintenant la desserte du Cassé. Je sais que vous avez eu affaire à une grande, je dirais, guerrière de ce débat-là. Bon, vous avez perdu, mais bon, elle a gagné. Mais bon, c'est bien pour les administrés. Donc tout ça pour dire que ça a aussi du sens. Et j'adhère moi aussi à ce qui s'est mis en place. Mais je tenais quand même à vous faire part de mon sentiment que j'ai sur je dirais, l'aspect financier et l'impact de la ligne 7 sur les finances de l'ensemble de la mobilité. En blaguant, tu dis vous avez perdu, elle a gagné. Je sais que c'est une blague, mais pour nous, l'objectif, c'est justement d'écouter les besoins, de les mettre en corrélation avec les finances publiques, Olivier, parce que je pense qu'il saura nous retrouver si on dérape. L'objectif, on l'a dit depuis le début, je veux dire, cette compétence mobilité, elle monterait en charge, on transformerait les choses, et là, ça a été le cas, on a ouvert de nouvelles lignes, on est en train de développer les choses, mais par contre, il faut que ça corresponde vraiment à un besoin. Donc là, c'est manifeste sur Névache, il y a un réel besoin. Donc on va tout faire pour répondre à ce besoin, augmenter les dessertes, augmenter des arrêts, pourquoi pas? Il faut que ça soit compatible avec les horaires, il faut que ça soit compatible avec les finances publiques. Donc nous, ça nous convient si ça fonctionne dans ce sens-là. Encore une fois, on est quand même garant des finances publiques, mais en même temps, on veut améliorer un service. Si les gens montent dans le bus, c'est clair que ça va changer la donne, hein. Ça nous incitera à aller encore plus loin. Mais après, juste entre vous et moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur les chiffres aussi. C'est-à-dire que c'est pas la fréquentation et la billetterie et les recettes de billetterie qui font l'équilibre de la DSP. Hein. Qu'on soit clair, c'est de l'ordre de 80% qui est supporté par notre budget. Hein. D'ailleurs, il n'y a aucune DSP de transport public au monde qui est équilibrée par la billetterie. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a eu le débat de la Haute-Vallée de la Clarée. Moi, sur ces aspects-là, vous savez que je suis fondamentalement pour que le transport soit payant, parce que je pense que sinon on contribue à expliquer aux gens que finalement personne ne paye jamais et que
le tout gratuit, je pense que malheureusement, ça amène à un ressenti des citoyens. Alors, on n'est pas tous d'accord avec ça. D'ailleurs, Pierre et moi ne sommes pas en accord avec ça. Bon, voilà, on a le droit d'avoir des débats. Pierre est favorable à la gratuité, moi je ne le suis pas. Voilà, je pense que l'ère du tout gratuit, à mon avis, elle a fait quand même du mal au service public depuis des années. Mais on peut avoir un débat là-dessus. Voilà, par contre, ne laissons pas penser que on serait dépendant d'une fréquentation de billetterie, parce que fondamentalement, en termes d'équilibre économique, ça pèse tout de même assez peu. Même si on ne serait pas capable, là, dans la minute, de sortir les 400 ou 500 000 euros de billetterie pour rendre le transport gratuit, ça pèserait lourdement sur le budget, donc c'est quand même important d'avoir ces recettes. Mais en tout cas, à l'échelle du coût de la DSP Transport, ça représente peut-être 20% ou quelque chose comme ça, la billetterie. Donc je crois qu'il faut le voir plutôt, me semble-t-il, sous l'angle de la manière dont on le fait rentrer dans la vie des gens. Et pour ça, il faut que ça soit pratique, en fait. C'est-à-dire que si c'est pas pratique, les gens, ils y vont pas. Donc, moi, j'avais tendance à penser que dès lors qu'il y avait les lignes régionales d'un côté et les lignes communales de l'autre, que quand on sortait à la gare de Briançon, c'était pas le même billet pour aller dans la vallée, qu'il fallait prendre deux billets différents, pas le même plan, pas la même ligne. Bah, je pense que du moment où on avait levé ça et où la personne qui arrive dans notre territoire, quel que soit le point d'entrée, il prend un billet, c'est toujours le même partout, je pense qu'on avait déjà levé un grand obstacle pour faire monter des gens dans le bus. Après, il y a bien entendu des utilisateurs du quotidien, nos jeunes, mais pas que, hein, ceux qui prennent le bus, qui aujourd'hui, je pense qu'on leur offre un service supplémentaire. Peut-être que certains l'utilisaient juste pour le trajet domicile-travail et que maintenant ils se disent, bah, en fait, maintenant je peux aussi aller à Montgenèvre dans la vallée, donc je l'utilise, donc tant mieux. Je crois que c'est ces obstacles-là qu'il faut qu'on arrive à lever. Ça fait partie de la desserte et la question de la desserte, je pense qu'il faut qu'on les objective. Voilà. À Névache, on a commencé par du transport à la demande. Ça a été déclenché de manière vraiment importante sur la saison d'hiver. Bon, bah, tant mieux. On va voir si à coup constant, on peut faire une ligne régulière. Le Cassé, personne n'a perdu la guerre. Déjà parce qu'on aime le Cassé. En plus de ça, parce que c'est une porte d'entrée du Parc national des Écrins et qu'on y est très attaché. C'est juste que je pense qu'on a, à mon avis, bien fait d'être un peu prudentiel, c'est-à-dire de commencer la DSP Transport en se disant, bon, on restera un peu, on regarde les chiffres, plutôt que de vous présenter aujourd'hui un bilan qui serait fondamentalement déséquilibré, avec des lignes par exemple qui ne fonctionneraient pas du tout, il n'y aurait personne dedans. D'ailleurs, sur la question de la vallée, c'est marrant parce que c'est pas forcément là où c'est le plus intuitif que ça fonctionne. On s'est tous dit, il faut une ligne de nuit dans la vallée de Sercheux, et c'est essentiel, il faut le faire. C'est celle qui marche le moins bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin, parce que moi je reste intimement convaincu qu'il y a un besoin. Donc, on l'a mal travaillé, on l'a sûrement mal travaillé, ou il n'y en avait pas assez, ou peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est pas forcément intuitif ces questions-là. Donc, je pense qu'on a raison d'être pragmatique et d'avancer au fur et à mesure. Voilà. Je t'en prie, je te repasse la parole. Non, mais c'était pas une question de guerre, mais la personne qui a milité depuis très longtemps, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'elle était attachée à cette desserte. Tout à fait. Elle est ravie. Et j'y étais moi hier. J'ai vu, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient arrivées le matin. Donc ces gens-là, ils venaient forcément du bas de la vallée, et c'est tant mieux. Ils sont pas venus en voiture, et ça nous libère des places sur les parkings. C'est très intelligent. Voilà, c'était juste. Et puis encore une fois, on est très prudent parce que quand on est impacté de telle sorte par l'inflation, ça change la donne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qui dépendent pas de nous, de nos choix. Il faut qu'on soit très vigilant. Faut faire ça avec prudence, quoi. Merci en tout cas pour ce débat. Je pense qu'il est important. Sébastien Fine veut le continuer. Non, simplement, j'ai entendu que l'ensemble les désiderata étaient considérés. J'ai fait remonter une problématique sur la ligne 3 sur les scolaires. J'espère qu'elle sera entendue dès cette rentrée parce que voilà, il y a une rupture de charge entre 14h et 16h et que il y avait des remontées vraiment des familles et c'est reparti au service. Et j'attends une réponse de votre part. Eh bien, réponse, vous allez l'avoir dans les jours qui viennent et de manière générale, dès qu'on peut les traiter, ces problèmes-là, on les traite. On en a traité sur des problèmes d'horaire sur Saint-Chaffré, sur l'extension de la ligne 2 qui ne fonctionnait pas. On vous apporte une réponse le plus rapidement possible. Très bien, chers collègues, je vais mettre le rapport du délégataire aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, ce rapport est adopté. Je passe la parole à Corinne Chanfray pour donc revenir sur le sujet de prévention des risques
Il y a encore une, ouais. Ah, j'ai oublié quelle délibération, pardon. Convention de partenariat pour les Ah, pardon, animations. le CPIE, excuse-moi Pierre, désolé. Pas de problème. Donc la dernière, en effet, que j'ai à présenter, concerne la convention de partenariat pour des animations scolaires 2024-2025. Pourquoi des animations scolaires? C'est en lien avec notre plan climat que nous avons voté donc en décembre 2021. Il y a des sensibilisations qui sont prévues dans ce plan climat auprès des scolaires, sachant qu'on l'a vu sur la gestion des déchets, les impacts que ça avait pu avoir d'aller auprès des enfants pour parler du tri, pour parler du compost, pour parler de tous ces sujets-là. Et là, en l'occurrence, il est prévu des animations spécifiques. Donc, il y a un programme WATI qui a été initié déjà en 2022-2023, qui a permis à 16 classes, donc plus de 300 enfants, d'avoir cette information avec des animations par classe sur le développement durable, sur l'eau, sur l'assainissement, sur la mobilité. Donc là, en l'occurrence, ce qui vous est proposé, c'est de continuer ce travail auprès de 16 classes réparties dans 8 écoles du territoire sur ce nouveau programme avec des thèmes abordés toujours sur le cycle de l'eau, la mobilité, c'est pour ça que je vous en parle, et plus largement le changement climatique, c'est vraiment dans le cadre du plan climat. Ces interventions seront menées en partenariat avec l'association Environnement et Solidarité, qui a des gens qui sont experts dans ce domaine-là, pour un budget de 8 420 €, évidemment à la charge de la communauté de communes. Très clair, merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et donc je passe la parole à Corinne pour parler de ce sujet majeur qu'est la candidature STEPRIM. Merci Président. Bonsoir à tous. Donc effectivement, comme vous le savez, depuis 3 ans, nous travaillons à notre stratégie de prévention des risques en montagne, donc sous la forme d'intention. Donc moi, je me réjouis parce que je crois qu'on est parti d'une page blanche, il n'y avait rien. Ça veut dire que petit à petit, on a travaillé les uns avec les autres, on a rencontré l'ensemble des communes, il y a une collaboration qui s'est faite notamment avec différents services comme la SPL de la Haute-Durance, la DDT, l'ONF et surtout donc les RTM. Donc ce qui nous a permis d'élaborer ensemble donc un STEPRIM opérationnel. Donc je ne sais pas si vous avez pris la peine de regarder, mais c'est un dossier qui est très documenté. Moi, je le fais souvent, mais je pense qu'on peut quand même se réjouir d'avoir des services qui soient performants, parce que c'est vrai que ça n'est pas évident. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on a travaillé sur la version des risques ressentis et puis la version objective, puisqu'on sait que ça, c'est un sujet qui fait aussi appel à effectivement ce qu'on peut, les peurs, l'irrationnel. Et donc, on a croisé les deux, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, ce soir, ce qui vous est proposé, je ne reviendrai pas bien évidemment sur la létanie des risques, parce que je pense qu'en dehors du raz-de-marée, on coche tout. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait aussi une enveloppe qui est importante, puisque on est de l'ordre de 7,5 millions. Donc, ce qui n'est pas neutre pour mettre en place un certain nombre d'actions. Je sais que le président y est sensible et que ça nous permet aussi de mobiliser du fonds Barnier à hauteur de 3,2 millions, ce qui n'est pas une petite affaire. Donc, bon, le président l'a indiqué en propos liminaire, c'est vrai qu'il se passe des choses, beaucoup de choses en montagne avec des drames et c'est vrai qu'on peut se réjouir que jusqu'à présent, nous n'ayons pas à déplorer de victimes, et notamment chez nos voisins et amis de la Bérarde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur effectivement un certain nombre d'actions sur 6 ans. On le voit, les choses bougent, évoluent beaucoup. Donc ça veut dire qu'en 2027, eh bien, on se reverra et on verra les actions qui sont toujours d'actualité ou celles que, bien évidemment, il faut corriger parce que, effectivement, les choses bougent régulièrement. Mais voilà, donc, ce qui vous est proposé, c'est donc cette candidature à une phase opérationnelle de notre STEPRIM. Bon, je crois que toute l'actualité triste et malheureuse prouve que nous avons largement bien fait d'initier ce dossier il y a déjà maintenant plus de 3 ans. Et donc j'en félicite toutes les équipes parce que voilà, on sait que c'est des travaux qui sont difficilement finançables. On ne revient pas sur les polémiques de la loi GEMAPI, mais qui n'est pas des plus pratiques. Voilà. Pierre Leroy voulait la parole.
Juste comme j'en ai parlé l'autre jour au bureau, déjà moi je remercie le travail qui est fait parce qu'il est important. À travers ces opérations, c'est beaucoup un travail sur l'adaptation à la crise climatique et elle est nécessaire. Elle engage des fonds très importants et je ne vais pas revenir non plus sur les débats de la GEMAPI, parce que de toute façon on est tous d'accord là-dessus ici. Par contre, le travail qu'on doit mener sur l'atténuation de la crise climatique est déterminant et on le fait. J'en suis bien persuadé, que ce soit au niveau de la communauté de communes, mais moi je l'ai vu quand j'ai rencontré les 13 maires du territoire sur tout ce que vous faites dans vos communes pour baisser votre production de CO2. Et ça, moi je pense que c'est important aussi qu'on en parle, qu'on en reparle. Il faut qu'on baisse, parce qu'on le sait très bien, on parle de risques naturels, on voit leur accélération, mais on sait très bien que les risques naturels, pour la plupart, ne sont pas complètement naturels non plus et sont liés à notre activité anthropique. Donc pour moi, c'est très important qu'on continue ce travail. Encore une fois, je sais que vous le faites dans vos communes. Il faut que les concitoyens soient conscients aussi, parce que tout le monde doit faire sa part pour qu'on baisse nos taux de CO2, parce que la solution, elle viendra à terme de là. En tout cas, à ce stade, la principale priorité, ça reste les sujets malheureusement d'endiguement et de sujets de travaux qui sont excessivement coûteux. Moi, je remercierai jamais assez mes prédécesseurs d'avoir fait la digue d'Écraux. Enfin, je pense qu'il faut savoir se le dire, parce que quand je vois les problématiques qu'il y a eu à Monétier et que je vois la digue au niveau d'Écraux et sur la confluence avec la Durance, on a beaucoup de chance à Briançon d'avoir ces équipements-là qui ont été faits par le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a face à nous des sujets majeurs sur lesquels l'État s'est totalement désengagé, faut quand même se le dire. Alors, on a le droit de se le dire entre nous, puisque, voilà, aller refiler ça aux intercommunalités sans aucun financement en face, sauf à leur dire levez des taxes et débrouillez-vous. Surtout alors que c'est des sujets qui sont fondamentalement des sujets de bassin versant. C'est-à-dire qu'on est juste en train de sécuriser les cours d'eau pour qu'il y ait de l'eau à Serponçon et dans toute la Provence. Et on le paye tout seul. Pas comme s'il y avait une taxe régionale ou départementale, mais non, on paye tout seul. C'est la même chose pour toutes les Hautes-Vallées. Donc cette loi a été faite de manière complètement, j'allais dire idiote, mais en tout cas elle a été faite pour les plaines. Elle n'a pas été faite du tout pour la montagne. Donc voilà, mais voilà, face à ça, au moins on a un outil dont on pouvait se saisir, c'était aller chercher les fonds européens. Bon voilà, on sait aujourd'hui pouvoir dire qu'on sera au moins subventionné jusqu'à plus de 4 millions de travaux et je pense que, à mon avis, quand on voit la hauteur des sujets qu'on a à faire face, quelles que soient les vallées, je crois qu'ils sont bienvenus. Donc en tout cas, félicitations aux équipes. Madame le maire. Oui, effectivement. Bravo aux équipes parce que dans ces moments-là, ils nous accompagnent, ils sont présents et on les remercie pour ça. Et je voulais appuyer sur les programmes précédents qui ont permis aussi de développer les outils pour la connaissance et la prévention. Et par exemple, pour nous, l'outil de gestion de hauteur d'eau qui a été mis en place dans le cadre d'un STEPRIM. En tout cas, je pense que Val-des-Prés, c'est pareil, et Névache, ça a été un outil fondamental pour gérer la crise. Et je peux vous dire que moi, je l'avais toute la journée en écran de fond et ça m'a bien servi à gérer la crise à Névache. Et avec les capteurs qu'on avait installés nous à Chamandrin, ça nous a permis de la même manière de surveiller les sujets qui sont liés en amont, notamment l'aire d'accueil. Enfin voilà, je pense qu'on a vraiment très bien fait d'aller là-dedans. Il faut peut-être même aller plus loin d'ailleurs dans le lien aussi avec la population sur ces questions d'alerte. En tout cas, moi ce que je note, c'est que sur l'épisode, je ne voulais pas trop le dire sur le moment parce que c'est toujours malvenu, mais on a certes eu des dégâts, mais quand il s'est agi, de procéder à des évacuations prudentielles, notamment sur les campings, ça a été fait immédiatement, d'une part parce qu'on avait les capteurs et les mesures, qu'on s'était doté nous-mêmes d'un système de codes d'alerte qui ont été suivis en permanence, bien entendu parce que les communes ont été extrêmement réactives, mais parce qu'on avait cette stratégie qui était en place. Et quand moi, le samedi matin, j'arrive à Monétier-les-Bains chez Jean-Marie Ré, qui me dit mais tu sais en fait 5 jours avant on faisait un exercice justement dans le cadre de la stratégie et on faisait un exercice justement d'évacuation. Bon, je pense que honnêtement on s'est doté aujourd'hui d'un processus qui nous permet à la fois de répondre à ces situations qui sont toujours graves, mais on peut se féliciter tout de même
de ne pas avoir eu un dégât humain, d'avoir mis personne en danger, et d'être capable aujourd'hui en plus d'avoir les outils pour mener des investissements, même si ce ne sera jamais suffisant, et qu'on voit bien en plus qu'on est face à des phénomènes que parfois on ne maîtrise pas, notamment et surtout quand ils sont liés en plus à des questions de retrait glaciaire. C'est ce qui s'est passé à la Bérarde très probablement, mais on a des sujets, notamment dans la vallée de la Guisane, qui peuvent être potentiellement identiques. Puisque, en l'occurrence, à la Bérarde, il est très probable que ce soit un lac préglaciaire qui se soit formé avec le recul du glacier, c'est quasiment certain, et que ces crues torrentielles, avec en plus la fonte des neiges qui était très présente cette année, et fait casser cette poche d'eau. Donc ça amène à des choses importantes. Donc en tout cas, voilà, moi je pense que c'est important qu'on ait ces débats. Je pense qu'il faut y associer nos populations qui peut-être se rendent plus compte aujourd'hui d'ailleurs hein, de l'importance de ces sujets-là. Je crois que nous, on a aussi la responsabilité de leur faire savoir que ce sont des coûts qui sont immenses. Et enfin, vous avez la candidature Strépry. Moi, je vous encourage à la balayer et à regarder. Enfin, c'est abyssal quand on voit l'ensemble des chantiers que nous avons à mener et qu'on a à mener tout seul. Donc bon, voilà, on va le faire. Mais aujourd'hui, on s'est doté des outils. Monsieur le maire de la Salle des Alpes. Oui, effectivement, moi je voudrais rebondir aussi un petit peu sur les propos qu'on a tous entendus de Marcel Cana. C'est vrai qu'on peut se réjouir d'avoir certains équipements. Moi, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé en 95 dans le torrent du Besse, c'est sûr que je suis aujourd'hui très heureux qu'il ait pu être aménagé. Mais aujourd'hui, on a aussi un petit peu une contradiction avec des services de l'État qui, globalement, souvent, nous empêchent justement de faire aussi des travaux d'entretien dans ces cours d'eau, puisque souvent, c'est quand même compliqué aujourd'hui de curer un cours d'eau. Alors qu'on voit bien qu'avec ces épisodes-là, quand on a des crues comme ça et qu'on a des rivières qui ont été endiguées parce que l'urbanisation, elle entoure ces cours d'eau, on se retrouve face à des situations où c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément le droit d'intervenir dans les cours d'eau avec des engins. Donc en fait, on ne sait pas trop comment prendre le problème, puisque, enfin, effectivement, je te rejoins, moi aussi, il y a des endroits qui ont été endigués au niveau de la rivière. Je suis très heureux que ça ait été fait à l'époque, parce que sinon, globalement, sur des épisodes comme ça, j'aurais eu une grosse partie de ma commune qui aurait été inondée. Mais il faut aussi que dans les instructions de ces choses-là, ces travaux, ils puissent être nécessaires, qu'on puisse mettre des engins pour pouvoir entretenir les cours d'eau. Parce que sinon, moi j'ai un cas sur ma commune, mais c'est le cas sur beaucoup de coins dans le Briançonnais. En fait, la rivière, à force, elle stocke du matériau. Il y a des arbres qui poussent au milieu du cours d'eau et en fait, le lit il change. Donc, si vous voulez, on se retrouve un peu dans des situations où on aimerait bien aussi l'écologie, c'est une bonne chose. Hein, on ne remet pas en question, je pense qu'on en a tous envie. Mais pousser à l'extrême, des fois, c'est aussi, on se retrouve dans des situations où finalement on se demande si la sécurité des personnes ne serait pas aussi quand même une priorité sur ces sujets-là. Non, mais tu as raison, et moi je pense qu'en tout cas, le débat public aujourd'hui, il est en plein là-dedans. C'est-à-dire que moi j'entends, bien entendu, l'ensemble des techniciens, des experts qui expliquent qu'il faut faire très attention aussi à la manière dont on cure les cours d'eau, parce que la gestion des sédiments, c'est un sujet qui est fondamental et qui peut être potentiellement dangereux pour l'aval. Et peut-être d'ailleurs qu'on subit aujourd'hui le fait que dans les années 80, on allait beaucoup trop loin en faisant de la suractivité. Mais en tout cas, on est passé d'un extrême à l'autre. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas satisfaisant, y compris d'ailleurs dans les délais de réactivité qu'on impose aux maires, qui sont complètement délirants. Monsieur le maire de la Grave. Oui, moi je voudrais juste intervenir sur déjà la compétence de nos employés au niveau de la CCB. Moi, je veux les saluer et surtout saluer leur réactivité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, on parlait d'écologie tout à l'heure. Moi, je me suis fait un peu remonter les bretelles parce que j'allais chercher des pierres dans une casse d'une coulée, quoi. Alors que on aurait très bien pu ce que la réponse de l'agent m'a dit, on aurait très bien pu les emmener de l'Isère. Mais certes, les emmener de l'Isère, on va faire 100 ou 150 km. La dernière fois, ils venaient du Nord Isère. Alors, transporter des blocs dans un camion qui viennent du Nord Isère, nous on en a 2 partout, et c'est quand même aberrant, quoi. Et je vais tout à fait dans le sens de la remarque que Marcel a fait. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas quand même qu'on soit, nous, communauté de communes du Briançonnais, faire une motion ou je sais pas quoi, de manière à la soutenir un peu ça, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on aille, alors je sais pas comment qu'on peut faire, mais voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un geste et qu'on essaye
de bousculer un peu la chose. Moi, je te rejoins, je suis tout à fait prêt. D'ailleurs, je pense qu'on est 4 ici à avoir voté une motion au conseil départemental sur le sujet. Éric, je pense, en parlera probablement. Moi, j'y suis tout à fait prêt, si ce n'est que tous ces sujets-là appellent globalement à la même réflexion, c'est qu'il faut aujourd'hui un nettoyage et une mise à jour de la loi montagne. Bon, j'ai juste un petit doute sur le fait que ça puisse arriver dans les 3 ans, comme sur tout autre texte de loi. Voilà. Je ne suis pas certain qu'on ait un gouvernement. Voilà. Éric. Oui, c'est vrai qu'effectivement, une motion, on a délibéré au dernier conseil départemental sur une motion qui va dans le sens de tous les propos qui ont été exprimés autour de cette table ce soir. C'est vrai qu'effectivement, on pourrait renforcer par une motion prise aussi au niveau de notre communauté de communes. Arnaud, tu as dit les mots justes. Il faut réviser la loi montagne. Il faut réintégrer du bon sens. Parce que quand on a aujourd'hui, quand on sillonne nos routes, on s'aperçoit que bientôt, on a le dessus des routes qui est en dessous du fond des rivières. Donc, il y a eu un drainage de sédiments et il faut solutionner un certain nombre de problématiques si on ne veut pas continuer à pleurer et passivement à regarder les inondations déferler dans nos hameaux, dans nos villages. Et c'est vrai qu'il faut être proactif par rapport à ce sujet pour qu'il soit pris en considération, pour qu'il y ait des réflexions qui soient engagés de manière plus importante au niveau des entités décisionnelles comme les comités de bassin ou autres pour faire évoluer la législation. Je te remercie de tes propos qui d'une part me touchent et en plus de ça, tu rappelles l'histoire et effectivement ceux qui ont construit nos anciens des routes, effectivement ils les ont pas construits de la manière dont ce soit aujourd'hui, hein, ils étaient tout au-dessus, c'est évident. Maintenant, ça n'empêche pas, moi je dis toujours, je pense qu'il faut continuer de protéger tout en adaptant. Parce que on voit bien, je prends toujours cet exemple, peut-être parce qu'il n'est pas chez nous aussi, c'est plus simple, mais auprès de Madame Carle, la multiplication des risques, parce que le permafrost aujourd'hui diminue, il y a des chutes de pierres qui sont beaucoup plus importantes, le recul glaciaire qui rajoute aussi un certain nombre de matériaux qui descendent des 2 glaciers qui est plus important, fait qu'on peut légitimement se poser la question, en tout cas ils doivent à mon avis se la poser, de savoir si globalement il faut laisser 200 voitures être dans un parking là-haut, parce que c'est une question de sécurité et accessoirement aussi d'écologie. Voilà. Et donc je pense qu'on a le droit de se les poser, ces questions d'adaptation, c'est une évidence. Mais maintenant, de là à avoir un système qui est tellement contraignant que d'une part des travaux de curage qui à l'époque étaient gratuits, maintenant les maires doivent les payer, c'est complètement lunaire. Et avec un régime d'autorisation où on vous répond mais non, en cas d'urgence il y a toujours des dérogations, mais enfin on va pas attendre les urgences, enfin le principe quand même de la responsabilité du maire devant sa population, c'est de pas attendre qu'il y ait l'inondation pour aller curer le torrent. C'est peut-être de l'avoir fait un peu avant, parce qu'à la fin de l'histoire, celui qui est responsable, y compris devant un juge, reste tout de même le maire. Et moi, j'aimerais tout de même que les agents de la DDT, de temps en temps, s'en souviennent. Parce que c'est toujours sympathique d'édicter des règles, mais à la fin, j'aimerais bien que celui qui édicte les règles en soit responsable. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que la liberté des maires, et leur donner un peu de souplesse, c'est pas totalement, me semble-t-il, déraisonnable dans l'état des choses. Bon, oui, avec le micro, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'entendre. Un petit détail. Puisqu'on parle d'eau, il faut remonter à la source. Je pense qu'avant toute chose, avant de parler de rivières, etc., il faut penser au ruissellement. Avant, on avait des personnes qui s'appelaient des cantonniers, qui entretenaient le bord des routes, qui permettaient à l'eau de ruissellement de s'évacuer. Maintenant, la biodiversité faisant, l'eau de ruissellement, c'est la route qui est utilisée pour cette chose. Et je pense qu'il y a une dégradation importante des routes qui est liée à ceci aussi. Et je pense aussi que les chemins, les sentiers, etc., sont détériorés par rapport à ça. Je pense que la première des choses, ça serait de retrouver du sens commun et de pouvoir un petit peu travailler. Et du bon sens. Voilà. Et du bon sens. Mais moi, si vous en êtes d'accord, peut-être que nous pouvons laisser passer le temps de l'été et proposer une motion commune dès le conseil communautaire de rentrée, puisqu'il me semble que ce sujet nous unit. Madame Zosa François a demandé la parole. J'essaie désespérément d'appuyer, mais j'y arrive pas. Alors parce qu'il faut, en fait, il faut juste ne rien faire.
Et tu as la Oui, parole. parce que je vois pas, oui, pardon, excusez-moi. Non, je trouve que le bon mot, c'est le bon sens. Et c'est vrai aussi qu'il y a l'aspect légal, mais on a aussi l'aspect communication. Il y a plein de gens qui, je veux dire, dès qu'on touche quelque chose, il faut rien toucher, mais il faut effectivement qu'on puisse nettoyer, qu'on puisse faire des choses, et c'est vrai dans ce cadre-là, et c'est vrai dans d'autres. Très clair, merci beaucoup. Chers collègues, je vais mettre un terme à ce débat et vous proposer donc d'adopter la candidature à la phase opérationnelle de STEPRIM. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée et je remercie à nouveau toutes les équipes et Corinne de leur travail. Corinne, tu as à nouveau la parole. Merci. Alors, toujours sur le domaine de l'eau, donc pour le bassin versant de l'Isère, il y avait auparavant une association qui gérait donc le grand cycle de l'eau, et un important travail a été réalisé à ce niveau-là, et désormais donc il a été créé un établissement public territorial du bassin versant de l'Isère. Voilà, il s'agit pour nous de prendre acte de la création de cet établissement. Bien évidemment, ça concerne nos collègues de la Grave et de Villard-d'Arène, puisque la Haute-Romanche est concernée par ce périmètre. Donc il faut savoir que sur l'incidence financière, eh bien, le Collège des Hautes-Alpes donc représente 5% des voix à répartir, donc entre 50% pour le département, 25% pour la Cléda et donc 25% pour nous au niveau de la communauté de communes du Briançonnais. Et peut-être que pour le département, c'est notre collègue Éric, tout à fait. Éric qui Tout à s'y fait. colle. Hein, voilà. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour prendre acte de la création de cet établissement public foncier. Merci beaucoup. Je mets du coup cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et je vais vous proposer du coup d'y élire nos représentants. Et il me semble que les représentants sont les mêmes, c'est-à-dire Madame Chanfray et Monsieur Tic. Titulaire et Éric au titre du département. Voilà. Voilà. Ouais. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Félicitations à tous les deux pour votre nomination. La parole est désormais, si je ne me suis pas trompé dans l'ordre du jour, à Jean-Franck Vioujas pour nous parler Scott. Avec le micro, s'il te plaît, tu as la parole. C'est bon. Il est nécessaire de compléter la délibération concernant le bilan du SCOT, en définissant les objectifs et les modalités de concertation, en actant la possibilité d'élaborer un SCOT tenant lieu de plan climat-énergie. Le PCAET, plan climat-énergie territorial, a par nature une vocation environnementale. Il vise à limiter la pollution atmosphérique, la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Je connais quelqu'un dans cette salle qui en parlerait bien mieux que moi. Mais la réalisation d'un SCOT valant PCAET a été validée au moment de l'attribution du marché au bureau d'études. Mais cela n'a jamais été acté par délibération. C'est ce qu'on vous demande de faire ce soir. Monsieur Arbitre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Dans ce cas-là, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et donc on passe à la délibération suivante concernant l'assainissement. Et c'est Jean-Marc qui n'est pas là. Ah, je vais attendre l'arrivée du président pour pouvoir présenter la délibération. Je ne ferai pas le rapport annuel, désolé. Tu as fait votre délibération. Merveilleux. J'ai pas cette chance. Merci, pardonnez-moi. Et donc, il me revient, en l'absence de Jean-Marc, de vous présenter le rapport du délégataire assainissement. Je ne serai pas long, puisque vous connaissez les grands chiffres. Moi, je voudrais juste insister sur la réalisation, bien entendu,
travaux concessifs qui sont maintenant tous soit engagés, soit terminés, c'est-à-dire le raccordement de Pramorel principalement et tous les hameaux de la Grave, qui étaient des travaux attendus depuis longtemps et je crois que c'est une bonne chose. On a encore beaucoup de sujets devant nous, que ce soit sur la station d'épuration, que ce soit sur le fonctionnement et le bon fonctionnement de ce dossier d'assainissement. Mais en tout cas, maintenant, à l'aune de tous les débats qui nous ont animés depuis des années, en tout cas la DSP, elle fonctionne bien, et tous les travaux qui nous étaient dus et qui attendaient depuis une dizaine d'années, ils sont faits. Voilà, moi je peux pas vous dire mieux, je ne reviendrai pas sur le débat, mais en tout état de cause, vous avez le rapport annuel du délégataire, et si ça appelle à des questions, nous tâcherons d'y répondre. Si ça n'en appelle pas, si ça en appelle, Monsieur Finn. J'ai quand même une remarque, je vois que Monsieur Nicolas Sardou et Monsieur Olivier Fabre ont exactement le même discours sur le territoire. C'est-à-dire l'ancrage local est un élément fondamental. Les deux ont été repris à l'identique. Donc je suis content qu'ils soient dans la même action et dans la même phase pour notre territoire. Bon, on aurait peut-être pu modifier un petit peu le discours d'un ou de l'autre, mais je suis très content qu'ils aient la même vision pour notre territoire. Exactement la même. C'est bon, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont probablement le même collaborateur et ça prouve comment ils travaillent en bonne intelligence entre l'agence Hautes-Alpes et l'agence régionale, puisqu'il s'agit du directeur Hautes-Alpes et du directeur régional. Tant mieux. Ça... Et cela dit, je trouve que c'est nettement plus agréable quand on a ce type de débat sur le rapport que ceux qui ont pu avoir eu lieu dans cette pièce, sous ma présidence ou sous d'autres d'ailleurs. C'est tout de même mieux. Bon, en tout cas, ça fonctionne, c'est ainsi, et tant mieux. Voilà. Je vais mettre le rapport de délégation en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Je vous présente par suite le rapport du délégataire du théâtre. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Moi, je note très simplement, et sentez-vous très libre d'abonder. Je pense que Catherine, tu le feras bien volontiers. Moi, je voudrais tout simplement féliciter l'équipe autour de Romaric Matagne, parce que je crois qu'ils font du bon travail. Voilà, je voulais vous le dire, c'est un investissement conséquent, mine de rien, pour notre collectivité. Et la seule chose que je voudrais dire, au-delà du fait qu'ils font du bon travail et que les chiffres le prouvent, notamment les chiffres de fréquentation, c'est que nous devrons assurément, dans les mois qui viennent, apporter des réponses et ouvrir ce serpent de mer qu'est le débat du nouveau théâtre intercommunal, mais nous le devons à cette équipe qui tâche de faire vivre une belle action culturelle dans un territoire de montagne, ce qui n'est jamais simple. Chère Catherine, tu as la parole. Oui, je rebondis. Effectivement, ils font un très bon travail et je voudrais témoigner de la très grande qualité des spectacles qu'il y a eu en fin d'année au théâtre. Que ce soit en danse, en théâtre, ou que ce soit le théâtre, que ce soit de la musique de chambre ou le grand chœur, on a vu quand même 80 personnes sur la scène. Et ça occasionne au théâtre un énorme travail parce que c'est un mois de plus. Non seulement ils travaillent avec le conservatoire, et ils travaillent aussi avec l'option théâtre du lycée, où on a aussi une vraie montée en puissance de la qualité de ce qui est fait. Donc, en ce qui concerne le conservatoire, ben, vraiment, c'est pas des spectacles de fin d'année, c'est des spectacles extrêmement on va dire semi-professionnels, transgénérationnels et avec une montée en puissance aussi du nombre des élèves. On a avec un engouement certain de nos administrés parce qu'on a quand même vu la queue pour entrer sur le dernier spectacle de danse sur le boulevard du Lautaret. Donc moi, je crois que j'avais jamais vu. Alors en plus, avec une belle transversalité des projets, puisqu'on a vu avec le projet Caroline Carlson que c'est aussi bien au Centre d'art contemporain avec l'exposition qu'avec des masterclass au conservatoire et qu'avec avec aussi un spectacle au Théâtre du Cadran. Donc je crois que tout ça est vraiment très satisfaisant et il faut très largement remercier les professeurs, le théâtre et tous les collaborateurs. Et puis aussi les collaborateurs administratifs, parce que pour Marie Vassar notamment, c'est quand même une charge qu'elle assume depuis fort longtemps du conservatoire et qu'elle le fait fort bien parce que tout marche très bien et que les gens sont contents et ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Et comme je finis mon propos en disant que vous êtes invités bien sûr à l'inauguration
de l'exposition sublimation au CAC cette semaine, c'est jeudi. Et c'est encore une fois une collaboration intéressante puisqu'il s'agit cette fois-ci de collaborer avec l'hôpital. Merci d'avoir rappelé tout cela. J'ajouterai peut-être juste deux choses. Tu l'as dit, mais on peut peut-être à nouveau se féliciter tout de même d'accueillir Caroline Carlson dans le Briançonnais. C'est tout de même juste peut-être la seule icône mondiale vivante de la danse contemporaine. Et on l'a ici, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et je note juste dans le rapport qu'on retrouve les chiffres de billetterie qui sont ceux d'avant Covid, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Donc c'est quand même plutôt une très bonne chose. Voilà. En tout cas, félicitations à Romaric Matagne et à toute l'équipe. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et Jean-Pierre Pic nous dira un mot, mais j'imagine bref, forcément, du rapport des pompes funèbres. Tout à fait. Donc les pompes funèbres intercommunales du Briançonnais sont gérées en régie autonome avec une personnalité morale, un conseil d'administration et une autonomie financière. Je voudrais saluer le travail qui a été fait au sein du conseil d'administration. Le conseil communautaire est appelé à prendre acte du rapport annuel de la régie autonome des pompes funèbres intercommunales du Briançonnais pour l'année 2023. Donc le rapport, vous l'avez vu, vous l'avez parcouru, et je voudrais juste dire un tout petit mot aussi. On a travaillé au sein du conseil d'administration sur des prévisions à venir, et j'aimerais bien que voilà qu'on puisse après poursuivre pour notamment les lieux, notamment voilà. Ben, je pense qu'on peut même être plus clair. Il y a aujourd'hui une idée qui, je pense, est plutôt une bonne idée, qui est sur la table, qui a été poussée par Jean-Michel Delbanot, ton adjoint, qui préside les pompes funèbres, que nous travaillons aussi, bien entendu, avec les équipes de la ville de Briançon, parce qu'elles concernent le périmètre communal. Mais voilà, j'attends juste, avant de vous en parler, de pouvoir bien sécuriser la possibilité de le faire, parce que ça ne dépend pas que de nous, mais potentiellement nous aurions une idée qui me semble être intéressante pour éventuellement le relocaliser et régler les questions de parking, etc. Mais avant de vous en parler de manière un peu plus claire, je voudrais qu'on le travaille pour qu'on puisse d'abord vous en parler en commission, au bureau et travailler. En tout cas, c'est un sujet majeur. Et il y avait une prise de parole de... Ah, alors du coup, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Est-ce que tu voulais la parole sur la délibération suivante ou tu voulais la parole tout court? Non, c'est une fois que tu auras fini. Ah ben très bien. Alors du coup, je passe la parole à Sébastien qui va nous parler du CSI et ensuite la parole sera à Jean-Marie Ré. Bah écoutez, cette délibération rentre dans la continuité du travail qui a été fait depuis 2 ans au niveau du centre social intercommunal. Elle se base sur à la fois les conventions territoriales, la convention territoriale globale, et puis sur la volonté dans les partenariats que nous avons noués de pouvoir développer un nouveau, du moins continuer le développement d'un centre d'accueil enfants-parents. Voilà. Ce centre d'accueil permettra aux familles d'avoir un espace qui est dédié aux rencontres et aux échanges, de favoriser la qualité des liens, de développer les réponses en veillant au maillage territorial. Donc pour l'instant, il va se situer au 35, mais il n'est pas interdit dans le développement futur qu'il puisse, d'ici 2026, se répartir ou se mailler sur le territoire dans les diverses vallées. C'est important aussi de le dire, puisque je pense qu'on est une communauté et que l'ensemble des communes puissent bénéficier de ce service est quelque chose d'important. Nous continuerons le travail autour de ce centre social, notamment dans les prochains mois, pour un plan, également un plan, du moins un projet éducatif de territoire qui est très important à mes yeux. Vous avez eu l'ensemble des documents qui vous ont été remis. Vous avez également, dans les documents qui vous ont été donnés, le petit règlement intérieur. Vous avez pas mal de chiffres hein, sur l'ensemble de la communauté de communes qui semble assez intéressant. C'est un partenariat qui sera lié avec l'ensemble des acteurs du territoire et notamment l'hôpital aussi. Donc voilà, c'est la continuité d'un projet qui se veut important à mes yeux sur la communauté de communes. Merci beaucoup et très clair. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci, elle est adoptée. L'ordre du jour est épuisé, mais avant de clôturer le conseil, je vais donc d'une part dire tout simplement allez les bleus, parce que c'est quand même important, et d'autre part passer la parole à Jean-Marie Ré. Oui, merci Monsieur le Président.
Moi, je voulais souligner durant ce conseil et remercier l'engagement des agents et des élus qui se sont mobilisés sur l'événement du 21 juin. Ça a été quand même sur certaines communes un événement qui était exceptionnel. Donc il y a eu quand même un engagement très fort. Je voulais aussi remercier les agents de la CCV dans le cadre de la GEMAPI. Donc j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les personnes concernées. Le seul bémol, je pense qu'il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, nous on a fait des exercices au niveau de la commune. Je pense qu'il faut la prochaine fois qu'on intègre quelqu'un de la CCB au niveau de la GEMAPI, parce qu'à un moment donné, on ne savait plus vraiment qui faisait quoi, et je pense qu'au niveau efficience, on aurait vraiment gagné si on avait anticipé un peu. C'est un rétexte, hein, puisque je pense qu'il faut se servir de cette expérience-là pour intégrer les compétences GEMAPI, à quel moment on peut avoir une personne ressource pour être encore plus efficient. Voilà, c'était ce que, Non, mais c'est ce que très je clair. tenais à vous dire. C'est l'idée du plan de sauvegarde intercommunal, si j'ose dire, ou du plan de gestion des risques. Exactement. Mais pour moi, c'est très clair. Je pense que ça l'est pour tout le monde. Et je terminerai aussi, on en a parlé, j'ai une pensée vraiment émue pour tous les gens du Vénéon et de la Bérarde, parce que ce qu'on a, nous, vécu ici, il n'y a rien de comparable avec eux. La Bérarde n'existe plus, et je ne suis pas sûr qu'un jour ou l'autre, elle soit reconstruite. Donc, je pense que cet été, ça va être difficile pour eux. Voilà, en tout cas, merci de votre attention. Ça méritait d'être dit. Et effectivement, il y a une cagnotte qu'on relaiera qui a été lancée, et on échangera avec le maire de Saint-Christophe, qui est toujours un peu cloisonné puisque l'accès est même pas rétabli. Et bien entendu que tout ce qu'on pourra faire pour l'aider, nous le ferons. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon été. Je lève la séance du Conseil communautaire.